Je disais tout à l'heure, la semaine dernière, des maisons d'habitation ont été démolies à Mengo, un terrain qui appartiendrait à Monsieur Amadou Niangadou, selon la justice congolaise. Les habitants du quartier déplorent entre autres le préavis qui n'était que d'une semaine, curieusement, et après, les bulldozers sont passés à l'action. Des milliers donc de familles se sont retrouvées dehors, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Est-ce qu'ici, on peut parler d'une situation sociale, là, une crise sociale qui pouvait être réglée avec méthode, en empruntant bien sûr d'autres stratégies que de passer comme ça à la violence, il faut dire, c'est une violence parce que un matin, monsieur qui se réveille, probablement qu'il était déjà en chemin pour le boulot, apprend que sa maison est en train d'être démolie et donc ne sait plus dans un pays, en plus, il faut le rappeler, où 70%, plus de 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Monsieur Christian Perrin, je pense que, vous savez, vous êtes mieux placé pour moi, que moi pour le comprendre. L'information est quelque chose de périssable. Et j'ai comme l'impression que les autorités de Brazzaville jouent sur ça. Une information aussi grave, parce qu'elle est très grave. On parle de 700 familles qui sont dans la rue, selon mes informations. Il y en a qui ont eu à faire des AVC. Il y a des enfants qui n'en sont pas allés à l'école. Il y a des familles qui avaient des petits magasins qui ne savent plus à ce qu'elles savent se vouer. Il y a des familles qui dorment à la belle étoile. Donc, c'est quelque chose de grave. Il y a eu des réactions au niveau de la diaspora, des réactions timides au niveau national, et ils jouent maintenant sur le fait que l'information étant périssable, étant une donnée périssable, d'ici là, on va oublier. Mais je vous remercie de revenir sur ce dossier pour qu'on n'oublie pas. Pour que ce énième crime, parce que moi j'appelle ça un crime, parce qu'il y a des dégâts collatéraux, ne soient pas oubliés. Non seulement ne soient pas oubliés, mais que tôt ou tard, ceux qui ont posé cet acte, qui a causé des dégâts considérables à tous les niveaux, le payent un jour. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Télar TV et merci d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Guy Mafimba Motoki qui n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui le découvrent, il est opposant politique congolais résident en France. Bonjour Guy, et comment allez-vous? Bonjour, toujours avec un plaisir de vous retrouver, monsieur Christian Perrin. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui nous suivront plus tard. Et merci pour votre rédaction. Merci pour cette invitation. Merci Guy Mafimba Motoki d'être avec nous sur Télar TV. Nous allons aborder la question sur la spoliation du domaine public et la question des terres qui se pose désormais avec acuité au Congo-Brazzaville, avec en toile de fond la démolition des maisons d'habitation sur une très grande superficie au quartier Mengo. Nous sommes là à Pointe-Noire, je pense que c'était la semaine dernière. Près de 700 parcelles sont concernées. Exécution d'une décision de justice, dirait maître José Mendes Chiba, défendant donc les intérêts de M. Amadou Niangadou, le sulfureux opérateur économique. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Oui, décision de justice. Nous y reviendrons aussi pour comprendre ce que représente cette justice congolaise. Je ne dis pas non plus que tous ceux qui travaillent dans ce domaine sont mauvais. Il y a de bonnes personnes, il y a ceux qui font bien leur travail. Mais nous y reviendrons tout à l'heure pour comprendre tout cela. Cette justice qui est souvent présentée comme aussi les plus corrompus de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, et à ce sujet d'ailleurs, je vous propose de suivre les conclusions que tirait Denis Sassou Nguesso lui-même lors de la toute dernière session ordinaire de la magistrature suprême. Suivez et on reviendra sur le plateau pour que vous nous disiez, Guy Mafimba Motoki, ce que vous pensez de cette conclusion. Suivez. Au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous était arrivé de relever de leurs fonctions tous les magistrats du parquet, du siège, tous ceux de Pointe-Noire, ils avaient tous été relevés. Parce qu'on voulait
marqué le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Bien voilà, alors Guy, Mafima Motoki, vous venez de suivre avec moi cet extrait. Votre premier commentaire sur ces conclusions? La fameuse phrase de M. Denis Sassou Nguesso lorsqu'il concluait en disant que le verre était dans le fruit, mais les Congolais, avec leur ironie habituelle, mais assez acide, disaient tout simplement c'est le boa qui est dans le fruit. Le boa, c'est lui-même Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui est l'incarnation de ce système, qui est en fait un système mafieux. Et bien entendu, lorsque nous allons commencer à développer ces différentes thématiques, nous allons réussir à montrer aux Congolais de quoi il s'agit actuellement. Il s'agit que depuis le retour au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso en 97, dans les conditions que nous connaissons tous, un coup d'État, en fait, ils ont mis en place le système PCT, ses alliés, les castes, ont mis en place un système mafieux qui consiste en fait à faire même basse sur le Congo-Brazzaville. Et ils ont activé 4 ou 5 leviers. Les expropriations, les cessions de terres, les concessions, les privatisations. Et nous allons essayer de démontrer à travers un certain nombre de focus que de tout ce que j'ai cité comme levier, en fait, c'est des stratagèmes qu'ils ont mis en place pour faire même base sur le Congo-Brazzaville, dans ce que nous avons appelé tout simplement une mafia, et dans ce que le quotidien Libération avait titré l'élite congolaise se comporte comme une mafia. Nous y sommes en fait, effectivement. Il n'est pas en effet surprenant de voir poindre des fautes disciplinaires, des atteintes et des manquements graves à la dignité, à la probité et à l'honneur de l'institution judiciaire. Cet état de fait met en relief la responsabilité, au tout premier plan, de ceux qui ont la noble mission et la lourde charge de traduire, à travers leurs décisions, la soif de justice et l'aspiration de notre peuple à un système judiciaire débarrassé de toute dérive affligeante qui ont pour nom corruption, exaction en tout genre, manque de dignité, d'honneur et de délicatesse. Alors, est-ce qu'il y a encore des Congolais qui croient en la justice congolaise? Il paraît que c'est la justice qui grandit. Parce qu'on a entendu quand même Maître Mendes en train d'insister, de taper dessus. C'est la justice, c'est la décision de justice, justice a été rendue. Est-ce qu'il y a des Congolais qui croient encore à la justice congolaise? Essayez de regarder tous les indicateurs des ONG comme Transparency International et autres. Le Congo est au bas niveau de pays en termes de corruption. Le Congo, lorsque vous voyez les rapports de la Banque mondiale et de FMI, c'est la même chose. Là, je regarde au niveau international. Le regard que l'international est sur le Congo. Maintenant, au niveau interne, monsieur Christian Ferrat, savons pertinemment que lui-même, il a dit, il a parlé du verre. En réalité, c'est le bois qui est dans le fruit. La justice congolaise, c'est la justice de monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est le cobra qui est dans le fruit, et le cobra, c'est lui. Et donc, cette justice fonctionne à l'image de M. Denis Sassou Nguesso. Comme lui-même, il ne respecte pas cette justice, comme lui-même, il instrumentalise cette justice, et donc chaque oligarque, chaque autorité, chaque entité de ce système Denis Sassou Nguesso utilise la justice à ses fins pour, bien entendu,
mettre au bas niveau le peuple congolais, aliéner les droits du peuple congolais et bien entendu piller copieusement les richesses de ce pays. Donc il n'y a pas de justice chez nous. Alors, donc, je disais tout à l'heure, la semaine dernière, des maisons d'habitation ont été démolies à Mengo, un terrain qui appartiendrait à M. Amadou Niangadou, selon la justice congolaise. Les habitants du quartier déplorent entre autres le préavis qui n'était que d'une semaine, curieusement, et après, les bulldozers sont passés à l'action. Des milliers donc de familles se sont retrouvées dehors, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Est-ce qu'ici, on peut parler d'une situation sociale, une crise sociale qui pouvait être réglée avec méthode, en empruntant bien sûr d'autres stratégies, que de passer comme ça à la violence, il faut dire. C'est une violence parce que un matin, monsieur qui se réveille, probablement qu'il était déjà en chemin pour le boulot, apprend que sa maison est en train d'être démolie et donc ne sait plus dans un pays, en plus, il faut le rappeler, où 70%, plus de 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Monsieur Christian Perrin, je pense que, vous savez, vous êtes mieux placé pour moi, que moi pour le comprendre. L'information est quelque chose de périssable. Et j'ai comme l'impression que les autorités de Brazzaville jouent sur ça. Une information aussi grave, parce qu'elle est très grave. On parle de 700 familles qui sont dans la rue, selon mes informations. Il y en a qui ont eu à faire des AVC. Il y a des enfants qui n'en sont pas allés à l'école. Il y a des familles qui avaient des petits magasins qui ne savent plus à ce qu'elles savent se vouer. Il y a des familles qui dorment à la belle étoile. Donc, c'est quelque chose de grave. Il y a eu des réactions au niveau de la diaspora, des réactions timides au niveau national, et ils jouent maintenant sur le fait que l'information étant périssable, étant une donnée périssable, d'ici là, on va oublier. Mais je vous remercie de revenir sur ce dossier pour qu'on n'oublie pas. Pour que ce énième crime, parce que moi j'appelle ça un crime, parce qu'il y a des dégâts collatéraux, ne soient pas oubliés. Non seulement ne soient pas oubliés, mais que tôt ou tard, ceux qui ont posé cet acte, qui a causé des dégâts considérables à tous les niveaux, le payent un jour. Raison pour laquelle je tiens d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens à vous informer, à tous ceux qui nous suivent, que le 21 octobre, nous allons organiser sur la place de Paris une grande manifestation sur tout ce qui est expropriation, cession des terres, privatisation. C'est-à-dire que la manière dont le pouvoir de Sassou Nguesso est en train de déposséder le Congo de ses terres et de ses richesses. Maintenant, revenons à votre question. Ce qui s'est passé à Mengo est quelque chose d'extrêmement grave, je le disais tantôt. Mais il faut le regarder à plusieurs dimensions. La dimension juridique, la dimension politique et la dimension humanitaire. Allons très vite sur la dimension juridique. Moi, je vous lis tout simplement quelque chose d'assez simple. Sur le plan de la dimension juridique, qu'est-ce qu'on dit? En 1960, au Congo, les droits fonciers publics et privés cohabitaient. Et c'est à l'arrivée du pouvoir des militaires, 68, que les droits coutumiers ont été quasiment annulés. C'est la conférence nationale qui a remis à l'ordre du jour ces droits coutumiers, des droits de terre et des fumutoto, comme on dit. Mais par contre, tout ceci a été, on va dire, légalisé, régularisé à travers la loi numéro 21/2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et des terrains. Ça, c'est la loi. Mais non, lorsqu'on rentre dans cette loi, on prend en compte l'article 23 de la Constitution de M. Denis Sassou Nguesso qu'il a obtenu par le sang. Qu'est-ce que dit cet article? Les droits de propriété et de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique. Moyennant une juste et préalable indemnité dans les conditions prévues par la loi. Et donc, la loi de 2018, dont je viens de citer tout à l'heure, une des dispositions montre tout simplement que même si c'est pour des questions d'expropriation à titre privé, ceci devrait découler d'un arrêté du ministre. Mais c'est l'utilité publique en termes d'expropriation qui est au-dessus de tout cela.
Donc, il y a une disposition constitutionnelle et une disposition législative à travers la loi. Maintenant, lorsqu'on revient sur le cas de M. Nyangadou, le M. Nyangadou, c'est une autorité morale, c'est un privé qui se réveille un matin, qui demande à ce que plus de 700 familles puissent être vidées alors qu'ils ont construit, alors qu'ils ont des titres fonciers, ils ont des titres de propriété privée, des titres de propriété et autres. On est rentré dans un imbroglio juridique où on nous dit c'est M. Nyangadou qui a raison, d'autres qui disent non et autres. Mais tout est-il que moi, la conclusion qui est la mienne, la question que je me pose, monsieur, question Perrin, c'est de dire, est-ce que cette expropriation de plus de 700 familles à la veille de la rentrée scolaire, est-ce qu'elle était urgente? La réponse est non. Est-ce qu'elle est d'utilité publique? La réponse est non. Ça veut dire que tout est flou dans cette affaire-là. Ça veut dire que ce monsieur qui a eu l'autorisation pour déployer et la gendarmerie et la police, c'est-à-dire qu'il a eu l'autorisation du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense, les ordres viennent d'en haut. Je dis bien d'en haut. Oui, les ordres viennent d'en haut. On peut évidemment penser à cela parce qu'il faut rappeler ici, et ce n'est un secret pour personne, Amadou Nyangadou, c'est le protégé du couple présidentiel, qu'on le veuille ou non. C'est quelqu'un, c'est le garant des affaires, en fait, de Madame Sassou. Raison pour laquelle on rentre dans un chapitre, le process d'expropriation. Et il y a aussi le fait que si vous expropriez et qu'ils ont construit, ils ont des bâtis et autres, qu'est-ce que vous avez prévu? C'est-à-dire l'État, qu'est-ce que l'État a prévu pour loger ceux qui seront expropriés et qui seront dans la rue? Parce que l'article 23, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait déployer la force publique, c'est-à-dire que l'État, c'est-à-dire à travers l'administration locale ou départementale, devrait se mettre du côté des populations pour leur apporter une alternative, ce qui n'a pas été fait. C'est là où on rentre dans la dimension politique à travers M. Nyangadou, qui n'est qu'un privé. Monsieur, vous avez commencé à le dire, mais ne le disons pas pour qu'on ne dise pas que c'est une affirmation gratuite. Essayons de voir qu'est-ce que M. Nyangadou. M. Nyangadou est arrivé dans les années 88-89 au Congo-Brazzaville. Je dis bien 88-89 au Congo-Brazzaville, il était en babouche. Ce monsieur avait un petit magasin au grand marché. Ça s'appelait Procipex. Il vendait des chemises. Des chemises. 10 mètres carrés. Voilà comment M. Nyangadou est arrivé en 88-89. Un ordinaire ouest-africain qui est venu chercher à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et il faut attendre 2004-2006, c'est-à-dire qu'après la guerre, pour voir émerger M. Nyangadou. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, souvenez-vous à l'introduction, je vous ai dit, une fois que M. Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir, ces gens-là se sont dit, on doit se venger. Sur qui? Sur le Congo et les Congolais. Ils ont mis en place une gouvernance qui a consisté à faire même basse sur le Congo-Brazzaville, à travers les expropriations, à travers les privatisations, à travers les concessions. On va y revenir. Mais le cas de M. Nyangadou, c'est le cas d'un homme dont les oligarques, et je cite le nom, la première personne qui a pris Nyangadou dans ses mains, c'est Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a commencé à utiliser Nyangadou comme une espèce de prête non. Et le premier acte répréhensible de M. Nyangadou, c'est lorsqu'il y a eu une association américaine, l'IPDH, une association caritative, qui a livré des dons de riz au Congo. M. Nyangadou, avec la complicité de Denis Christelle Sassou Nguesso, se sont appropriés de ce riz. Évidemment, Guy Bafimba, après, on nous posera la question de savoir est-ce que vous avez des preuves. Moi, je peux en témoigner. Je suis encore au Congo-Brazzaville. Je suis directeur de l'information de Télé pour tous, TPT, évidemment. Je reçois donc l'appel de l'ambassadeur américain. Ce temps-là, c'est M. Robert Westberg. C'est un républicain en plus.
qui me dit, nous avons fait venir du riz et l'huile, l'huile de cuisine d'ailleurs, qu'on devait faire don au Congo. Mais curieusement, tout a été volé. C'est près de 90 tonnes. Curieusement, tout a été détourné, sinon volé au port de Pointe-Noire. Alors, j'ai demandé au gouvernement, quand il dit au gouvernement, en fait, à moi, il m'avait dit, hein, ça je peux le dire aujourd'hui, les années sont passées, il a dû appeler le président de la République, c'est ce qu'il me disait, de demander à Ségard de rendre le dernier grain du riz dans les 48 heures qui suivaient. Et il m'a demandé de mener des enquêtes là-dessus. Et nous avons fait évidemment un travail. Nous sommes allés jusqu'à chez Dengadou. En ce temps-là, il y avait un supermarket, je crois, vers le Grand Marché. Et je crois que même pas 48 heures, c'était trop. Après, il me rappelle pour me dire, c'est bon, c'est réglé. Tout est rentré dans l'ordre. Et quand je lui pose la question de savoir, mais lesquels étaient derrière ce coup, ben, il m'a cité des noms, bon, que je ne veux pas citer ici, mais vous avez commencé à le dire. Évidemment, il y avait des enfants Sassou dedans, et puis Niangadou. Ça, on peut le dire. Pour Mendes qui veut savoir ce qui se passe, puisque Mendes a dit, il va répondre à tout le monde, il va réagir, action, réaction. On attend qu'il vienne réagir. On attend qu'il vienne réagir et il nous porte plainte. Mais on va aller plus loin. Merci pour ce que vous avez illustré à travers du fait que vous avez suivi ce dossier en tant que journaliste de l'époque. Mais dans mes recherches, je suis tombé sur ce dossier. Mais il y a pire, c'est que c'est là où M. Niangadou, avec ce fameux M. Mendes, ont commencé à rentrer dans une mafia pas possible, avec comme parapluie celui qui va prendre le relais, c'est Mme Sassou Nguesso et Colline Makosso. Je vais vous l'expliquer. Lorsqu'il y a eu ce problème, des dons qu'ils ont volés. Détournement de dons de riz. Ils ont détourné à leur profit. C'est le vol, oui, oui. C'est du vol, c'est Mafra. Il y a eu un problème, il fallait chercher les voies et moyens pour rembourser, en fait. Parce que je crois qu'il y a eu une espèce de... Il fallait dédommager cette association caritative. Et c'est comme ça qu'ils ont pu lever 800 millions de francs CFA auprès de la banque Cofipa. Bon, vous voyez bien que ce monsieur qui est venu en babouche, qui vendait des chemises, qui on a pris utilisé complètement, avec quelle garantie peut-il lever 800 millions de francs CFA s'il n'a pas de parapluie? Et Cofipa, je me souviens bien, c'était une banque qui était proche, je pense, du pouvoir déjà à l'époque. Et c'est monsieur Mendes, le fameux avocat, qui était déjà dans l'équipe qui a conçu cette ingénierie pour lever ces fonds, 800 millions de francs CFA. Et monsieur Christian Perrin, vous savez, les premiers clients, c'était maintenant Congo Assistance. Donc, à travers ces 800 millions, Congo Assistance était maintenant devenu celui qui devait blanchir en fait cet argent-là à travers des dons, des machins et autres. Et qui dit Congo Assistance, c'est-à-dire Mme Sassou Nguesso. Et qui dit Mme Sassou Nguesso, à l'époque, qui est le directeur de cabinet, c'est M. Colline Makosso. Raison pour laquelle, pour aller un peu plus vite, lorsque M. Colline Makosso a fait son premier déplacement en France, nommé Premier ministre, pour venir rencontrer les entrepreneurs français, qui étaient dans la délégation, M. Niangadou. Alors que M. Niangadou, il a comme statut que d'importateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien d'extraordinaire. Il a des facilités d'importer. Le plus grave, le groupe de M. Niangadou, le groupe Supermarket. Ce groupe est dans les produits surgelés avec comme entreprise Codis, produits surgelés. Ce groupe est dans les particules de gaz. Il fait la distribution de gaz. Ce groupe, c'est le GMK, le fameux truc du Quilou, là, les 45 milliards de francs CFA investis. 45 milliards de francs CFA investis. Aujourd'hui, qui peut nous dire combien de Congolais ont été recrutés là-bas? Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que le Congo ne dépend plus de l'importation des pâtes et autres? Ce groupe, c'est le complexe industriel du corps gras, les savons et autres. Monsieur Christian Perrin, vous qui êtes très fort dans l'investigation, le Congo n'importe plus les savons et autres. Et ce groupe est dans l'immobilier avec SCCI La Fleur. Vous voyez bien que c'est une espèce de mastodonte tentaculaire
que gère M. Niangadou. Mais en fait, M. Niangadou gère ses En tentacules. fait, c'est comme vous êtes en train de le dire, Niangadou n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Lorsque vous parlez de supermarket, hein, et lorsque je dis supermarket, je crois que les Pantone-Grains vont se retrouver. C'est en fait, une boutique, hein, il faut le dire comme ça, qui était située vers le grand marché de Pointe-Noire. Bon, aujourd'hui, ça a été construit. Je crois que la configuration a changé, mais c'était une boutique à côté. Mais dans cette boutique, là encore, je vais révéler quelque chose à nos téléspectateurs, c'est que il est arrivé une fois et toujours à TPT, là je vais pour en fait parler de publicité. Il était question qu'il fasse une publicité qui devait passer chez nous. Mais une chose qui a attiré mon attention, c'est que le peu de temps que je suis resté dans cette boutique, là on m'avait fait asseoir, le temps que je suis resté, les 30 minutes que je suis resté, j'ai compté au moins 20 douaniers, je dis bien 20 douaniers, qui sont entrés. Donc, chacun venait à son tour dans un petit bureau à côté, qui venait émarger, ils sortaient avec une enveloppe. Après, on les appelait un tel, comme les élèves d'ailleurs. Monsieur un tel, tu le vois venir, on les reconnaît avec leur uniforme, les douaniers, avec leur képi, et ils entrent, ils ressortent avec les enveloppes. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en dehors de ce que M. Niangadou contrôle l'importation alimentaire au Congo, sinon à Pointe-Noire, mais il contrôle aussi la douane. C'est ça le problème. Donc, il a des douaniers comme ça qui sont pourtant payés par le Congo, j'allais dire, mais qui ont des salaires, sinon des rémunérations privées chez Niangadou. Ça, ce sont des faits, ce ne sont pas des spéculations. Ça existe. Je ne sais pas si cette pratique s'est arrêtée, mais ça, on peut le témoigner. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas s'arrêter. Vous avez encore révélé quelque chose d'intéressant parce que là, vous venez de démontrer qu'il n'est pas seulement dans tout ce que je viens de citer, il est aussi dans les transits. C'est un transitaire, ce malfrat. Voilà, voilà. C'est un transitaire. Donc, ce monsieur est une espèce d'agent de corruption de toute la chaîne douanière. Et son ami, c'est M. Koumou, l'actuel directeur des douanes. Qui nous écoute, là, M. Koumou? L'actuel directeur des douanes, c'est M. Koumou. Donc, en dehors de Christelle Denis Sassou Nguesso, de Mme Antoinette Sassou Nguesso, de M. Coliné Makosso, j'ai oublié de citer un autre de ses complices, M. Silou. Toutes ces questions d'importation, c'est parce qu'il a des facilités. Parce qu'il a des facilités à travers M. Silou qui lui donne la provenée. Lorsqu'il y a eu le scandale du riz avarié, vous avez vu comment ce scandale a été étouffé, alors que ce monsieur Niangadou devait être interpellé. C'est à Potopoto chez moi que le commandant de la gendarmerie a réussi à identifier à travers ses agents ce riz avarié qui est en train de tuer les Congolais. Forme des mouches. En fait, finalement, il a la mainmise sur toute l'administration départementale, j'allais dire, du commerce à Pointe-Noire. Parce que lorsque vous parlez évidemment du riz avarié, ça ne s'arrête pas là. Là aussi, c'est une révélation que je vais peut-être faire. Après, on va dire que j'en fais un peu trop. Mais c'est des choses que j'ai vécues, ce sont des faits. C'est qu'on vient nous chercher par, évidemment, les fonctionnaires de la direction départementale du commerce. Et parce qu'il faut aller faire un reportage sur un dépôt, et le dépôt appartenait évidemment à Niangadou. C'était un dépôt où on était allé, je crois, mettre des œufs impropres à la consommation, des tonnes d'œufs dans ce dépôt-là. Et c'était la nuit en plus, autour de 20h, 21h déjà, à Pointe-Noire, il fait presque nuit. Et donc, nous sommes allés filmer. Bon. Et curieusement, lorsqu'on finit de travailler, puisqu'on était plusieurs équipes, il y avait TLR-TV, il y avait DRTV, il y avait Télé Pointe-Noire, je me souviens. Et voilà, au moment où on termine, bon, généralement, lorsque vous faites un reportage au Congo, à la fin, après, il faut attendre, voilà, on appelle ça déplacement, généralement, en termes journalistiques, ils appellent ça la camorra, il faut un déplacement pour chaque équipe. Et hop, c'est à ce moment qu'on voit venir un autre fonctionnaire de cette même administration qui vient nous dire, écoutez, attendez d'abord, il y a quelque chose qu'on va vous dire, quelque chose qu'on a fini, donnez-nous ce qu'il faut, on va rentrer. Et voilà, monsieur nous dit, écoutez, vous allez émarger, vous allez décharger, en fait, c'est ça.
vous allez décharger et vous nous remettez les bandes. En fait, les bandes, ce sont ces bandes qu'on utilisait à la mini-DV pour filmer. D'autres, bon, moi j'avais une caméra qui avait une mémoire à l'intérieur qui pouvait aussi utiliser la bande. Et donc, on nous dit de remettre les bandes. On ne doit pas diffuser ce reportage. Vous serez payé, c'est-à-dire on achète ces reportages, mais vous ne diffusez pas. Et donc, au lieu de nous donner les 20, 30 000 francs qui devaient nous revenir pour ce travail, ben voilà, on nous a donné des grosses sommes que je ne vais pas révéler ici. C'était quand même beaucoup d'argent. D'autres ont reçu 400 000, d'autres ont reçu 300 000 pour leur dire, ben écoutez, voilà, ne diffusez pas, écrasez les IBA, ça ne sert à rien. C'est vrai que bon, on a trouvé une solution. Mais c'est qui derrière? C'est Niangadou, tu vois? Et donc voilà un peu, lorsqu'on parle de Niangadou, et moi c'est ce qui m'a surpris, parce que quand j'ai suivi Maître Mendes, il faut qu'on le dise, Maître Mendes est passé, il a semblé menacer un peu tout le monde, action, réaction, ceux qui vont faire ceci, on va les poursuivre, on l'attend au tournant parce que Maître Mendes a voulu démontrer aux Congolais que ce Niangadou, c'est quelqu'un de juste et que c'est la justice qui a fait son travail. C'est ce qui me met en doute, en fait, de cette décision de justice. Tous ces éléments rassemblés, on comprend très bien que Niangadou, c'est un sulfureux et connu à Pointe-Noire. Maître Mendes ne peut pas venir distraire les Congolais à la télé sous prétexte que celui qui va parler... Mais c'est quoi ces petites menaces à 2 balles? Ces petites menaces à 2 balles devaient avoir une réaction. On a parlé des différentes facettes, mais il faut aller plus loin. Ce monsieur Niangadou, c'est le financier de la loge maçonnique de monsieur Denis Sassou Nguesso. Il faudrait que vous le sachiez. Ce monsieur Niangadou, c'est le consul du Mali à Pointe-Noire. Et ce monsieur Niangadou, c'est celui qui fait venir les marabouts au service du pouvoir du Brazzaville. Vous voyez toutes les facettes de ce monsieur? Il est prête-nom, homme d'affaires multicarte pour les oligarques, il est financier de la loge, c'est lui qui amène les marabouts, il est consigne honoraire, parce que tout ce que nous voulons de démontrer là, ça prouve que ce monsieur est un des éléments qui a déstructuré notre État, qui est devenu un agent de corruption sans précédent dans ce pays-ci. Raison pour laquelle, lorsque vous parlez de M. Mendes, mais M. Mendes doit savoir que tout ce qu'il a eu à dire là, mais c'est documenté. Parce que demain, la République restaurée, ces gens-là, on va les poursuivre, on va les traquer. Monsieur Niangadou peut se retrouver au Mali, mais il va avoir Interpol derrière lui. Parce que nous n'allons pas se laisser faire ces genres de choses. Les parents qui sont dehors aujourd'hui, là, il y en a qui vont certainement mourir. Tout ça sera documenté. Parce que nous sommes en train de révéler des choses là, ils ne se rendent pas compte que nous avons documenté tout ça. Et demain, comme il a la double nationalité, il sera poursuivi. Il n'a qu'à mourir au Mali, comme je sais qu'il va partir, il va faire au Mali. Donc, pour ce dossier Niangadou, il faut partir du principe que, comme je disais tantôt, la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso après la guerre, même basse. Et il a mis en place un système mafieux. Et Niangadou fait partie de ce système mafieux comme prête-nom pour à la fois prendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs, l'agroalimentaire et autres, en termes d'autres, l'immobilier, en prenant des terres, la canaille comme on dit, et tout ça au détriment des Congolais et du Congo. Mais le fait le plus grave, je suis de Poto-Poto, je ne suis pas xénophobe. Moi, je ne peux pas être xénophobe, je suis de Poto-Poto. J'ai connu des familles comme ma sœur Kanté. Nous avons connu des Diabaté, nous avons connu des Doucouré. Et moi, j'en appelle à la communauté malienne et sénégalaise de se détacher de ce monsieur, de dénoncer ce monsieur, parce qu'il est en train de faire prendre des risques aux communautés maliennes et sénégalaises de l'Ouest africain dans notre pays. Parce que comme le jour, ça va changer, parce que ça arrivera ce jour-là, il ne faudrait pas qu'ils deviennent les dégâts collatéraux du comportement outrageant de M. Niangadou. Comment peut-on, en tant qu'étranger, même si vous avez acquis la nationalité, mettre 7 familles dans la rue, on ne se posait même pas la question de quoi que ce soit. Et là, je reviens maintenant sur la troisième dimension, nous étions sur la dimension juridique, politique à travers ce que nous avons démontré, mais la dimension humanitaire. J'interpelle d'abord ce monsieur qui est musulman. Mais je viens de découvrir une chose, monsieur Christian Perrin. Ce monsieur fait partie d'une caste
La caste des Nyangadou, là, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils sont prêts à tout pour se faire du pognon. C'est des véritables fougues, les Nyangadou. Raison pour laquelle j'interpelle les autres Maliens, parce que je connais les Maliens, je connais les Sénégalais. Je les interpelle. Mais en deuxième interpellation, c'est Collinet Makosso. Ce sont tous les dignitaires du pouvoir aujourd'hui. Monsieur Christian Perrin, moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été un haut fonctionnaire. Je n'ai pas connu l'internat. Mais eux, ils ont connu l'État-providence. L'État-providence. C'est-à-dire que depuis l'école primaire, on leur donnait des cahiers. Ils ont vécu dans les internats. Comment Collinet Makosso peut accepter à Pointe-Noire, une ville pétrolière, un étranger vienne exproprier, mettre les gens dans la rue, 700 familles, et ils ne bougent pas d'un iota. J'interpelle Mme Sassou Nguesso. Elle dont on connaît la traçabilité assez étrange. Que depuis s'accepter que des enfants, les pères de famille se retrouvent dans la rue parce qu'on veut enrichir, toujours enrichir M. Nyangadou, c'est-à-dire cette famille. Et vous allez être surpris que les Congolais se radicalisent de plus en plus et que ils peuvent penser que le jour qu'il y aura changement, parce que ce jour-là viendra, mais il y aura la casse, parce qu'il y a des rancœurs, parce qu'il y a des aigreurs, parce qu'il y a des colères qui sont enfouies à travers ce genre de comportement. Donc les dimensions juridiques, politiques et humanitaires font que nous puissions arriver à cette conclusion. Monsieur Nyangadou, c'est un criminel. Je le dis, je pèse mes mots, j'insiste là-dessus, que ce monsieur Mendes, qui est lui-même, d'ailleurs, on va le poursuivre, on va le traquer ici. Nous avons su aujourd'hui que ce monsieur qui habitait à Pierre-Fistin ici, il est du côté de Troyes. Nous allons aller dénoncer ce monsieur auprès de l'administration française parce que l'argent qu'il utilise pour se taper l'aide médicale pour se soigner ici, comme il est malade, mais c'est ça l'argent de nos impôts. On va retrouver son domicile et on va interpeller les autorités françaises pour qu'on lui retire sa carte de résident. Comme il mais veut... pourtant, le même Mendes s'en prenait à la diaspora. Je l'ai suivi dans sa vidéo, s'en prendre carrément à la diaspora pour dire, ben voilà, depuis là-bas, ils font du bruit, tout un tas de choses. Et là, j'apprends que lui-même, il vient se soigner ici. On nous signale qu'il est du côté de Troyes. Il est du côté de... Avant, il habitait à Pierre-Fistin. Il est du côté de Troyes. Ce monsieur se fait soigner ici. Sa famille est ici. Comme il veut coup sur coup, il est rentré dans les caniveaux. Moi, je suis un enfant de Poto-Poto. On va rentrer tous dans les caniveaux. Et on va voir qui aura le dernier mot. C'est trop facile, ça. Mais c'est bizarre, apparemment. Bon, bah, écoutez, j'allais dire aussi, bon, Maître Mendes encore, il va dire que c'est son boulot, c'est de défendre, ben voilà, les clients qui viennent le voir. Mais je me souviens de lui aussi dans une affaire, nous sommes en 2013, c'est l'affaire Christian Okuna, un neveu de Pierre Oba, qui s'est fait piquer près de 700, dans une affaire de plus de 750 millions de francs CFA, que des avocats étaient impliqués, notamment Maître Petro, qu'on appelait, je ne sais pas s'il vit encore, et ceux qui ont défendu ce dossier-là, qui défendaient leurs amis. On a eu même des échanges pas du tout courtois entre la télévision et ce barreau, d'ailleurs, qui défendait un avocat qui venait de dilapider, il faut le dire, près de 750 millions de francs CFA. Et Mendes était dans ce groupe des avocats qui défendaient un voleur, en fait. Il savait que Maître Petro avait bien entendu détourné 750 millions de francs CFA. C'est juste une parenthèse. Alors, on revient, et si j'ai insisté sur Maître Mendes, évidemment, parce qu'évidemment, dans sa sortie médiatique, évidemment, il a pensé que en fait, c'est une intimidation, une façon de dire aux gens, ne parlez pas, ne dites rien. Et il oublie que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère informatique, où l'information est capitale et que tout le monde doit s'exprimer. Il y a, je crois, il faut peut-être le lui rappeler, la liberté d'expression. On ne peut pas venir intimider des gens comme ça un matin et puis se sentir tranquille. Est-ce qu'on peut revenir sur, évidemment, puisque tout à l'heure nous parlions de la spoliation du patrimoine public. Oui, nous avons parlé de Mengo, où aujourd'hui les populations, sinon les habitants de ce quartier ne savent plus à quel sein se vouer, mais il y a finalement, c'est devenu une pratique.
Le régime, vous l'avez dit tout à l'heure, l'élite politique du Congo fonctionne comme une mafia qui est en train de spolier finalement pas seulement les terres ou j'allais dire les maisons en train de détruire, mais c'est une élite qui est en train de s'accaparer finalement de tout le Congo, de tous les domaines publics du Congo, même les camps. Je vois un peu les camps du CFCO, le chemin de fer Congo-Séyan. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Pointe-Noire, ce camp a été vendu. Et quand vous regardez derrière, c'est toujours évidemment ces hommes-là qui entourent Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, on parlait de l'APV. L'APV, aujourd'hui, si vous arrivez, il y a des constructions privées. Vous avez Chakona, vous avez tout à l'heure, d'entrée de jeu, je parlais du littoral de la côte sauvage. Normalement, un territoire mis en défense, mais là aussi, ils ont construit, ils ont acheté. Au bout du compte, au Congo-Brazzaville, il n'y a plus de domaines publics. Tout a été spolié par ces gens-là. Mais c'est le cas de le dire. Et tout à l'heure, raison pour laquelle je disais, c'est quelque chose qui a été pensé. Je l'ai dit souvent chez vous. Est-ce qu'on peut parler d'un régime de, j'allais dire d'occupation, finalement? Mais on arrive à cette conclusion. Et on se pose maintenant la question de savoir sur la traçabilité de ces gens-là. Lorsqu'on aime son pays, on se pose la question. J'aime tellement mon pays que je ne peux pas accepter de céder mon pays comme ça à tout venant. Et vous avez pris quelques exemples. Le cas de Pointe-Noire, prenons le CFCO. Ils ont fait ça à Pointe-Noire, ils ont fait ça à Brazzaville, je connais le mieux, parce que tout le CFCO, là où il y avait la maintenance des trains et autres, ça a été vendu, on appelle ça le sans-fil, a été occupé que par les oligarques de l'UGC. Bon, vous prenez l'ATC, Chakona, ça faisait partie de l'ATC. Vous prenez le port de Brazzaville, concédé ou cédé. Vous prenez là où on construisait les bateaux, cédé. Moi, je pense que ça participe à quelque chose qui a été pensé par des gens qui se disent demain, on pourra tailler la zone. Après nous, voilà, c'est la terreur, on s'en fout à la rigueur. Et on se pose la question de savoir sur la traçabilité. Je dis, je ne suis pas xénophobe, mais on se pose la question. Moi ça m'interpelle. Je vous disais tantôt qu'on risque de perdre un jour le Congo. On a parlé des privatisations. On a parlé des expropriations. On parle des concessions. On a parlé des concessions, des cessions des terres. Prenons le cas, par exemple, de la route nationale numéro 1 et le numéro 2, concédée à un consortium chinois, français et autres, de plus de 39 ans, je ne sais pas combien d'années. Prenons le port de Pointe-Noire, qui a été concédé à Bolloré, qui a donné à MST et à des gars de Dubaï, là, qui ont pris aussi, je ne sais pas combien d'années. Vous voyez bien que tous les secteurs, et prenez à cela, ajoutez à cela la dette, par exemple, bilatérale que nous avons à l'égard de la Chine. Demain, les Chinois peuvent venir dire, écoutez, vous nous devez tel temps, vous ne pouvez plus payer, comme ils ont fait en Mozambique et autres, on prend une partie de votre terre. Nous sommes dans une politique de la terre brûlée, pensée, organisée et mise en place par M. Denis Sassou Nguesso, sa caste, ses alliés et autres. Maintenant, la question qu'on se pose toujours de se savoir, est-ce que nous allons continuer à nous indigner? Raison pour laquelle elle a été une résistante, on va dire, courte, mais j'ai beaucoup aimé et apprécié la manière dont à Mengo, les gens ont commencé à se soulever pour dire Beurre Boumabiso. Et il faut continuer sur cet élan-là. Parce que nous sommes dans une posture de légitime défense aujourd'hui. À l'époque, lorsque nous disions les prisonniers politiques et autres, on pouvait dire oh, politique est à libissoter. Vous écoutez bien, M. Christian Perrin. Avant, c'était ça. Mais aujourd'hui, la politique de M. Sassou Nguesso commence à nous toucher dans nos propres familles. Et c'est aujourd'hui cette nouvelle donne que nous devons intégrer en tant que citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la résistance doit être plus une résistance politique, mais une résistance citoyenne. Parce que même si tu ne fais pas la politique de M. Sassou Nguesso va te faire. Parce que celui qui était à Mengo, il n'avait rien demandé. Hein.
mais parce que M. Nyangadou a comme parapluie les Nguesso ou les Sasso, et il vient, il dit casse-toi. Ça doit être une prise de conscience citoyenne. Raison pour laquelle je me suis lancé dans une dynamique citoyenne au niveau de la diaspora. Parce que le problème nous concerne maintenant de manière en tant qu'entité citoyenne de notre pays. Je dis bien, c'est une politique pensée et mise en place par M. Denis Sassou Nguesso qui se résume à quoi? À exproprier, à privatiser, à faire des concessions et des cessions de terres. Ça veut dire quoi? On est en train de vendre le pays au plus offrant. Le Congo les Congolais risquent de ne plus se retrouver sans un pays. Et c'est le crime le plus abdominal, comment on dit ça? Le crime le plus abominable, oui. Abominable que nous avons jamais connu dans ce pays. Nous avons connu tous les chefs d'État, mais un chef d'État n'est pas parti aussi loin. Mais monsieur, nous sommes le 3 octobre aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux? L'argent, avec l'argent du contribuable congolais, monsieur Denis Sassou Nguesso a acheté un Falcon et ce Falcon aujourd'hui a été vendu aux enchères à Bordeaux. On a même vendu les résidences, je crois, de l'ambassadeur du Congo à Paris. Ben voilà, on est en train de tout vendre. Du Congo, à l'époque, là où on partait prendre la bourse, la rue. Bon, donc, vous voyez bien que ce soit le patrimoine immobilier, que ce soit nos terres, que ce soit les fleurons de notre industrie, tout est en train d'être cédé, concédé ou vendu. Et le malheur, c'est que ce sont les étrangers qui sont en train de prendre possession de cela. Nous sommes à un niveau de prise de conscience qui doit être élevé pour passer de l'indignation aux actions. Parce que sans terre, vous êtes quoi? Vous êtes rien. Comme disait Onga. Onga disait, hein, Onga Pierre, le capitaine Pierre Onga, Hux, il disait quoi? Vous attendez à avoir les cheveux blancs pour défendre votre dignité? Bon, nous, là, moi, j'ai les cheveux blancs, là. Je vais attendre quoi? Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais céder à mes enfants? Comme je ne suis pas un voleur pour acheter des maisons ici en France. Mais la seule chose que je pouvais laisser à mes enfants, c'est mes terres qui sont à Brazzaville. Parce que mon père a laissé au moins des parcelles. Il y en a beaucoup. Mais je vais prendre encore un exemple. Lorsque j'étais encore à Brazzaville, non, j'étais déjà ici, un moment, paix à son âme, Edith Sassou Nguesso a voulu prendre à l'époque Poto-Poto. N'eût été la résistance de nos pères et de M. Nick Fila. Nick Fila qui était à l'époque député. Ils se sont levés un jour, il dit non, on va exproprier Poto-Poto. Quoi? Vous allez exproprier, mais pourquoi? Oh non, il faut aller d'abord là-bas, après on va... Oh, c'est quoi ça? Et n'eût été la résistance des enfants de Poto-Poto, Poto-Poto n'allait plus exister. Mais aujourd'hui, on a exproprié les gens à Kiltélé, où Bouya a mis en place ces fameux complexes. Ces gens n'ont jamais été remboursés. Les expropriations en cours au 4 mars, moi je suis victime à travers ma mère. Aujourd'hui, on a envoyé mes sœurs du côté de Kitélé et ils veulent exproprier sans respecter le process là en Pila. Mais pourtant, au niveau de Mpila, puisque vous en parlez, ils ont construit comment ils appellent ça, des logements sociaux, c'est ça? Il y a des bâtiments à étages qui ont été érigés à ce niveau-là. Pourquoi on ne donne pas ces maisons-là en échange de ceux qui ont perdu leur maison par là? C'est à qui finalement, ces maisons-là? J'ai la conviction que c'est un complot, comme nous on appelait à l'époque des primitifs des Yakanokinoki. C'est un complot des Yakanokinoki. Dites-vous bien que en Pila, les logements qu'ils ont dû construire, qui ont été construits avec des dons bilatéraux, multilatéraux, qui devaient revenir en fait aux victimes du 4 mars. Aux victimes, oui, c'est bien ça. À ma mère, on avait dit, il suffit seulement comment dirais-je, d'apprécier ce que vous avez eu comme maison, parcelle et autres, et on vous donnera un 3, 4, 5 ou 7 ou 6 pièces en fonction de cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Yakanokinoki, les primitifs, là, la caste, ils se sont accaparés chacun de deux. Je connais un, je cite le nom, l'ancien patron du budget, directeur du budget, M. Okandé. Ce monsieur a acheté au moins 2 appartements là-bas. Mais comme Bango Sony, ils n'osent pas mettre leur maîtresse là-bas. Mais ils se sont accaparés des appartements. Et le prétexte qu'ils donnent, c'est de dire non, tout n'est pas encore prêt.
Mais c'est de la folie. Mais c'est comme j'ai dit tantôt, c'est un complot d'une caste. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre une revanche par rapport à la vie. Mais contre qui? Les Congolais. Prenons le cas de Sanfil que je connais le mieux. Mais Sanfil, là, nous partions jouer au football là-bas. Denis Sassou Nguesso, quand il est arrivé là, mon père avait déjà sa maison dans le secteur. On a vu M. Denis Sassou Nguesso avec sa villa, tranquille. Mais aujourd'hui, ça devient tout un camp. Mais le jour qu'il ne sera pas là, donc il va penser un seul instant que les gens vont laisser ce camp-là. Et je dis, quel que soit le complot, quelle que soit la nuit, le jour va s'élever et tôt ou tard, l'État va revenir dans ses prérogatives régaliennes. Parce que tout est documenté. Il suffit d'aller aux archives de France ici. Vous regardez, Sanfil, c'était quoi? On viendra voir, monsieur Tertompion, vous avez acquis quel est le titre de propriété? Non, monsieur, allez dehors. Et là, il ne faudrait pas qu'il nous parle de process d'expropriation. Parce que la petite sphère de décision que nous aurons, nous allons restaurer l'État. Et ce n'est pas étranger dans la sous-région. Regardez ce qui se passe en RDC. Les Mobutis ont perdu les maisons. Je me souviens de Sakombi Nongo, du jour au lendemain, on l'a mis dehors. Oui, un matin, il était en train d'assister comment on est en train ils sont en train de subir la même sa maison. Donc, ce qui s'est passé ailleurs se passera chez nous. Ces gens-là peuvent monter, descendre. Tout est documenté. L'État sera restauré et dans ces tâches régaliennes, nous allons récupérer ces terrains-là, expropriés de manière arbitraire par des voyous, des malfrats. Et à tous ces étrangers qui jouent à ce jeu-là, qu'ils ne viennent pas se plaindre demain s'il y a des dégâts collatéraux. Parce qu'à force d'énerver les Congolais, moi je vis dans l'étranger, mais je respecte les lois de ce pays-ci. C'est ce que je dis à mes enfants. Vous pouvez être français, mais vous êtes d'origine congolaise. Et eux, ils viennent chez nous, ils font ce que les Nyangadou font, aucun Congolais ne pourra le faire au Mali, ni au Sénégal. Moi, j'ai été, lorsque les Lissoubis étaient au Bénin. Mais vous savez qu'au Bénin, même pour faire les mikaté, les beignets, c'était interdit aux Congolais à l'époque, lorsqu'ils ont fui la guerre. Interdit de faire les beignets. Vous imaginez? Mais les Congolais ne se sont pas plaints. Mais pourquoi ils viennent faire ça chez nous? Parce qu'ils sont tolérés par M. Denis Sassou Nguesso. Mais l'État sera restauré et nous allons, à travers les tâches régaliennes. Mais dans la justice, nous allons chasser ces gens-là. Ceux qui n'ont pas respecté les Congolais, ils seront chassés. Je suis pas xénophobe. Et leurs complices, bien entendu, leurs complices aussi vont répondre devant la justice. Et donc, si j'ai bien compris, au Congo-Brazzaville, nous avons désormais un régime qui non seulement est en train de piller les caisses de l'État, appauvrit les Congolais, et désormais on vend les terres aux étrangers. C'est aussi dans le même volet, il faut parler des terres qui ont été vendues au Rwanda. Ça ne s'arrête pas là. On commence à spolier les Congolais au profit, oui, Congolais d'origine, malienne, on veut bien, mais il faut respecter les lois, comme qui dirait. Et curieusement, lorsqu'on en parle, c'est aussi l'occasion de rappeler que finalement, au Congo, c'est beaucoup plus les étrangers qui ont la facilité de faire des affaires. Les Congolais eux-mêmes n'en peuvent plus. J'ai plusieurs témoignages ou des amis qui me disent, j'ai voulu investir, mais c'est-à-dire on m'a mis les bâtons dans les roues à tous les niveaux. Je ne peux pas. J'ai même d'autres amis qui ont voulu importer certains produits, mais qui se sont heurtés à ces obstacles où on leur a dit non, non, vous ne pouvez pas parce que c'est le domaine réservé de Madame Sassou. C'est quoi cette affaire-là? Et ces personnes-là utilisent finalement des étrangers pour s'accaparer de tous les domaines. On n'est pas xénophobe, mais il y a des choses, il y a des réalités qu'il faut dénoncer. C'est ça le problème, en fait. Ce n'est pas de la xénophobie, je pèse mes mots, c'est du terrorisme économique. C'est le terrorisme économique. Parce que lorsque vous êtes un agent qui contribue à déstructurer un État, parce que la corruption déstructure un État, à corrompre les agents, les agents, les fonctionnaires et autres, à corrompre toute la chaîne de justice, vous êtes un terroriste. Ils le font de façon pensée, je vous ai dit. Parce que comme ils ont voulu mettre en place une mafia, un système kleptocratique, ils savent pertinemment qu'il y a des Congolais qui demeurent patriotes. Il y a des Congolais qui vont se dire à un moment, non, trop c'est trop. Mais mieux vaut prendre un étranger. Heureusement, tous, ils sont pas de cette manière. Hein. Il faut bien... Non, il y a des étrangers corrects, ça, il faut le dire, il faut le rappeler. Il y a des étrangers qui sont corrects, qui respectent... Qui travaillent,
qui donnent des emplois au Congo, aux Congolais autres. Je ne m'en prends pas à tous les étrangers. Mais par contre, je dis aux étrangers, enfin aux étrangers, ou aux Congolais d'origine qui sont chez nous, de commencer à monter au créneau pour dénoncer les comportements des gens comme les Nyangadou. Sinon, parce que l'instinct primaire d'un peuple a du mal à faire la distinction de foi. Parce qu'il y a des rancœurs, parce qu'il y a des colères. L'instinct primaire veut que le jour J, va se comporter, entre guillemets, en sauvage. Parce qu'il s'est dit, c'est à cause de vous que je souffre. Et s'ils ne prennent pas des positions claires et nettes, parce qu'ils sont organisés en communauté, je le sais, les Maliens, les Sénégalais et autres, il arrivait un moment où les Libanais avaient commencé à prendre aussi des positions contre un certain nombre de Libanais qui posaient des actes répréhensibles. Je me souviens de la dame qui avait Barros, Barros. Madame Barros, Voilà, il y a des qui Libanais avait qui... été électrocuté par un Libanais, et le Libanais Odjedj aussi, qu'on appelait, curieusement, cette affaire a été étouffée jusqu'à la fin. Curieusement, voilà. Oui. Et malgré le fait qu'il y a des Libanais qui sont montés au créneau pour dénoncer cela. Bref, nous sommes dans une situation où, j'ai dit tantôt, la dynamique citoyenne doit prendre le dessus sur la dynamique politique en tant que telle, stricto sensu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le citoyen congolais qui est en danger. On commence à aller le chercher, même dans son cercle le plus intime, qui a été violé à travers ce qui s'est passé à Mengo. Donc, il y a une dynamique citoyenne. Secondo, cette dynamique citoyenne doit passer de l'indignation aux actions que M. Sassou Nguesso assumera. Je suis M. Christian Perrin. J'ai suivi un compatriote la dernière fois dire, mais qu'est-ce que vous attendez lorsque un Rwandais vient dans votre village, je sais où là-bas, par exemple chez moi là-bas à Koudoumou, un Rwandais va s'hasarder là-bas, aller prendre des terres, il y a un niveau d'outrage à notre citoyenneté qui est en train de dépasser les bornes. Je ne vois pas un Congolais aller à Kigali demander à un Rwandais quitte ta terre et je m'installe. Ce n'est pas possible. Et se met à dévaster même les champs et tout ce qu'on a déjà cultivé. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que les gens se rendent compte que les Congolais ne sont pas des Yuma. Nous ne sommes pas des Yuma. Il arrive un moment où on va demander aux nôtres, défendez-vous. Chez moi, là-bas, on se bat avec les flèches. Prenez les flèches et défendez-vous. Parce que vous êtes dans une situation de légitime défense, comme l'État n'arrive plus à vous protéger. Qu'est-ce que vous faites? Mais quelle lecture peut-on faire finalement de cette attitude de Denis Sassou Nguesso à vouloir toujours utiliser des étrangers pour faire les affaires au Congo-Brazzaville? Parce que finalement, ça ne s'arrête pas seulement à Niangadou, et on voit bien la plupart des étrangers qui arrivent, et les Congolais eux-mêmes, 5 millions d'habitants à peine, ont de la peine à trouver de l'emploi et à investir dans leur propre pays. Et lorsque je parle d'investissement, d'utilisation d'ailleurs des étrangers, je pense aussi à, par exemple, l'hôtel Atlantic Palace, qu'on appelle ça, c'est à Pointe-Noire, un grand hôtel. Mais là-bas, on a mis un Libanais, mais pas les moindres, hein. C'est un ancien, je crois, de Hezbollah ou un truc comme ça, un monsieur qui avait fui, enfin un criminel en plus, qui avait fui son pays, et c'est à lui qu'on a donné la gestion de cet hôtel-là. Et c'est un peu partout. L'hôtel qui, je ne sais pas si ça a finalement fermé, Alima Palace qu'on appelait ça, là-bas aussi c'était un étranger. Finalement, Sassou Nguesso préfère utiliser, c'est-à-dire créer de l'emploi pour les étrangers, que de les créer pour les Congolais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, monsieur, je reviens à ce que j'ai dit Il tout à n'a pas l'heure. confiance aux Congolais, en fait. C'est pas ça. Monsieur Denis Sassou Nguesso, et c'est là la maturité du peuple. Les Congolais ont applaudi leur monstre en 97. Monsieur Sassou Nguesso en 97 a fait du Congo un butin de guerre. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il prend le pouvoir, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, telle personnalité de ma famille, toi tu prends le port, l'autre va prendre les mines. Le Congo, c'est un butin de guerre de M. Denis Sassou. Et plus il va, et plus il renouvelle tout simplement la manière de piller le pays. Mais depuis 1997, il faut oublier M. Sassou Nguesso 1. Là, c'était un homme qui avait certainement une volonté
Et surtout, il y avait un contre-pouvoir qui était le PCT, à travers le parti unique. Le vrai PCT alors. Le PCT, voilà. Il y avait un PCT, parti unique, mais avec un contre-pouvoir, avec des gens de conviction. Et lui aussi, il avait un minimum de conviction. Mais une fois qu'il a réussi à détruire le PCT, en fait, le naturel est revenu au galop. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'était que, passez-moi le terme, mais c'était un malfrat qui a fait du Congo un butin de guerre à travers, à travers les multinationales et l'impérialisme français. Il a pris en otage le pays en termes de butin de guerre. À travers son épicerie familiale, il a commencé à piller dès les cinq transitions fameuses flexibles. Et puis après, il a mis en place maintenant un système de pillage dans une espèce de mafia. Et chaque entité de la caste qui accepte la caste, qui dit accepter la caste, c'est-à-dire accepter d'être franc-maçon, accepter de subir toutes les mœurs possibles et inimaginables, accepter cette espèce d'allégeance à un homme parce qu'il serait Dieu, il y a une intersection entre lui et Dieu, et une fois que tu acceptes cela, tu fais partie de la caste, tu fais partie de l'épicerie, et tu as un domaine où tu fais ce que tu veux. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher son pouvoir. Et pendant 27 ans, ça a été ainsi. Maintenant, nous sommes au bout de ce cycle-là. Là, ce sont les derniers soubresauts, en fait. Raison pour laquelle vous voyez, ça devient criard avec cette histoire de Nyangadou. C'est criard. Tu as l'impression qu'ils ont tellement bouffé qu'il n'y a plus, il n'y a que des os maintenant. Et ils commencent même à aller s'attaquer aux simples citoyens. Qu'est-ce que Nyangadou a besoin de ces... Et moi, je pense, laissons ça dans le débat. Je me demande si l'affaire de Nyangadou, là, de Mengo, là, derrière, ce n'est pas les Rwandais encore qui sont derrière. Attendons, nous le saurons, la vérité, de toute façon, le temps nous le dira. C'est aussi la fin de cette émission. Merci Guy Mafimba-Moto, qui je rappelle que vous êtes opposant politique congolais résident en France. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Je vais simplement vous rappeler les petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. C'est de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de cette vidéo, dans le cas où vous avez oublié, et de partager au maximum cette émission. Ainsi, vous nous permettrait d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.